Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast LGBT quoi. Dans cet épisode, on va rencontrer Cyprien qui est non-binaire et qui a accepté de se faire interviewer pour parler d'elle-même et de son parcours. D'après le glossaire de la Rainbow House de 2020, quelqu'un de non-binaire, c'est quelqu'un qui s'extrait du schéma binaire masculin-féminin, de la binarité homme-femme. C'est aussi un terme parapluie qui inclut les personnes qui s'identifient à la fois homme et femme, ou encore les personnes qui ne s'identifient ni femme ni homme. Je vous laisse maintenant avec l'interview de Cyprien. Et bonne écoute. Bonjour Cyprien. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Cyprien, j'utilise le pronom AL, j'ai 24 ans, je suis éducatrice spécialisée. Si je devais dire une grande passion que j'ai dans la vie, ce sont les jeux de société. Pour ton boulot, Ouais. tu sais un peu nous dire qu'est-ce que tu fais précisément ? Là, je travaille en tant qu'éduc dans une école de devoirs. C'est un lieu où les enfants vont après les cours pour avoir une aide aux devoirs, mais aussi avoir des activités pédagogiques. Et c'est là un peu où je trouve plus qu'il y a le cœur de mon travail, c'est dans les activités pédagogiques que je propose après. Et donc là, je fais de la sensibilisation avec les enfants. Oui, c'est ça. On est dans un lieu qui est un centre culturel et du coup, on a beaucoup d'artistes circassiens, circassiennes qui viennent pour proposer des œuvres, leurs œuvres en cours, en rodage pour les enfants. Et puis voilà, on voit des thématiques assez larges. Ok. Comment est-ce que tu as su que tu étais non-binaire ? C'est assez compliqué. Déjà, genre, quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose où les normes de genre me dérangeaient. C'est quelque chose où je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Donc, je suis assigné homme à la naissance, et donc c'est quelque chose où il y avait toute cette masculinité à avoir et où je me reconnaissais pas vraiment dedans. Et c'est assez récemment, en avril 2022, du coup, il y a moins d'un an, Ah oui. que ça m'a un peu sauté aux yeux. Je suis allé à un burn, c'est une sorte de festival. Bon, les burners vont pas aimer si je dis ça, mais c'est un lieu où on se retrouve entre personnes qui font des burns. Je sais pas si tu connais le Burning Man. Je sais pas du tout. Non. Ok, c'est un grand festival, si tu veux, qui se passe dans le désert aux États-Unis. Et il y a des petits burns qui s'inspirent de ce grand Burning Man pour faire des plus petits trucs un peu partout dans le monde. Ok. Et ça a des valeurs d'acceptation, d'ouverture, d'écologie derrière aussi, et beaucoup d'autres choses. Il y a 10 préceptes que je trouve super intéressants pour ce genre d'événement. Et il y avait du coup un espace pour se maquiller, avec une costumothèque et tout. Et beaucoup de gens là-bas sont vraiment dans l'ouverture d'esprit. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais m'amuser un peu, je vais demander de l'aide pour me maquiller. Et du coup je me suis fait plaisir avec ça. Je me suis senti vraiment bien dans le look que j'avais après. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi est-ce que je peux pas faire ça au quotidien ? Et puis, en fait, sans le savoir, ça a lancé plein de questionnements en moi. Je me suis mis après ce festival 1 mois en arrêt de travail. Ah oui. Je sais pas, j'avais une sorte d'épuisement. Et en fait, c'est ça qui a très fort émergé en moi. Je suis allé voir la S de ma maison médicale, assistant social de ma maison médicale, avec qui j'ai parlé de ça et qui m'a conseillé du coup d'aller dans des groupes de parole à l'ULB. Et j'y suis allé et ça a vraiment fait tilt de me dire mais en fait ouais c'est ça qui me correspond. J'avais juste pas les mots, pas le vocabulaire, pas les personnes autour de moi pour me faire découvrir ça quoi. Et du coup depuis avril-mai c'est vraiment quelque chose qui sort de mon identité et qui me fait beaucoup de bien. Comment est-ce que tu as vécu ton enfance et ton adolescence ? Relativement bien, à part que j'étais un enfant un peu timide et qui correspondait pas vraiment à la masculinité que tous ses potes avaient. Vraiment tous mes potes étaient avec une grosse voix, à vouloir prendre la place et tout, et moi ça me correspondait pas vraiment, mais voilà, j'étais plus dans l'écoute des besoins des autres, et voilà, mais en dehors de ça, tout va bien, vraiment, je passais une chouette enfance et adolescence, pardon. C'est des amitiés très fortes qui durent encore maintenant. Comment s'est passé ton coming out ? Tu l'as fait à quel âge et quelle a été la réaction de ton entourage ? Ouais, alors c'est difficile de parler de un coming out, parce qu'il y en a tout le temps, tous les jours, auprès des personnes que je rencontre ou quoi, et donc déjà il y a eu un premier coming out sur ma sexualité, je suis pansexuel, et donc c'est quelque chose où
Ça, j'ai déjà fait un premier coming out qui se fait un peu naturellement. Ma mère est lesbienne, du coup, rien à foutre de ce côté-là. Ah, trop bien. Et mon père, très ouvert aussi. Donc, au niveau de la famille, ça a été très bien. Au niveau des amis aussi, j'en avais déjà un peu planté des graines, si on veut, auprès de mes amis avant d'en parler. Et ça a été dans la continuité de ce que je disais. Puis, il y a eu le polyamour aussi, qui était quelque chose qui était un peu un outing dans les pratiques relationnelles que j'avais. Et ça a aussi très bien été. Et puis, la non-binarité, c'est encore un truc qui se construit au niveau de la famille, parce que par exemple, ma maman a capté seulement que ça faisait partie des transidentités il y a 3 semaines. Mais super à l'écoute et tout aussi évidemment. Et mon père la première fois était un peu inquiet. Enfin, la première fois il m'a juste vu avec du maquillage et il m'a dit bah tiens c'est un truc vraiment de femme ça. Et je dis bah ouais moi je me sens bien là-dedans. Et du coup premier réflexe c'était ouais mais enfin tu risques des violences pour ça et tout ça. Il avait été un peu inquiet et puis le lendemain il m'a dit bah désolé en fait tant que tu te sens bien moi je m'en fous. Au niveau de la famille c'était très bien passé et puis après au niveau de mes amis il y a une de mes relations sa première réaction c'était ouais mais enfin c'est pour la mode ou quoi. Ah, ça m'a un peu touché quand même de me dire que ma partenaire me dise ça et puis mais sinon le reste des proches ça a été très très bien et elles font beaucoup d'efforts pour adapter leur vocabulaire mais du coup j'ai aussi rencontré beaucoup de gens dans le milieu trans et ça me fait énormément de bien. Est-ce que tu as subi des discriminations en rapport avec ton identité? Je sais que je me suis outé aussi à mon boulot. Là, globalement, ça s'est bien passé, mais je sais que depuis, il y a des personnes qui ne me parlent plus. J'ai eu un retour d'un collègue du boulot qui m'a dit qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient plus me parler à cause de ça, parce que ça sortait trop de leurs normes ou quoi. Mais donc, grand bien leur face. Je fais ma vie sans elles. Récemment, j'ai reçu un avertissement écrit de mon boulot pour avoir expliqué ce que c'était la non-binarité de genre à des enfants. Ouais, une maman qui a porté plainte, enfin qui a envoyé un mail de plainte pour ça et je suis en plein de démarches pour me défendre par rapport à ça et je vais pas m'effondrer du tout pour ça, mais je ne retournerai plus travailler là. Sinon, des discriminations directes, il n'y en a pas eu beaucoup plus, mais clairement indirectement, il y en a tout le temps dans les médias. C'est quelque chose qui est très fort médiatisé en fait et qui fait peur à plein de gens et l'extrême droite a une telle place dans les médias que indirectement je m'en prends un peu tous les jours de la discrimination. Et c'est un peu comme un combat continu, tu sens ça un peu comme ça ou quoi? Clairement, c'est un peu un truc de tous les jours, de faire comprendre, sensibiliser. En fait, je suis pas vraiment une personne qui veut convertir les autres. C'est juste, je me sens bien comme ça et laissez-moi vivre ma vie comme je suis. Et en fait, je suis une personne normale. J'arrive à avoir ce sentiment parce qu'il y a une communauté autour de moi. Sinon, je sais que c'est quelque chose de compliqué. Parce que c'est un peu être à contre-courant. Être seul face à la foule, c'est compliqué. Est-ce que donc, ces discriminations, ce qu'on voit dans les médias et tout ça au quotidien, est-ce que ça a un impact sur ton identité? Est-ce que tu penses que ça te construit un peu? C'est sûr que ça joue, ouais, ça joue, mais ça me donne plus envie d'agir, en fait. Quelque chose qui me donne de l'énergie, en fait. Je me dis, j'ai envie d'agir, mais aussi de me mettre en collectif pour prendre soin de moi, parce que ça impacte clairement mon bien-être. Il y a des hauts et des bas. Il y a plus de jours hauts que bas, heureusement. Mais sinon, je suis avec des gens et ça me donne juste vraiment envie d'agir et de normaliser ça, en fait. Et qu'on nous laisse tranquille. Est-ce qu'au quotidien, tu dois souvent faire des choix très binaires ou quoi, qui sont un peu saoulants? Le premier exemple qui me vient, c'est les toilettes. C'est un peu le classique. Il y a toujours ce questionnement et on se le pose parfois dans le collectif dont je fais partie, Let's Talk About Non-Binary. Ok, les toilettes, c'est parfois un espace safe pour les femmes, d'avoir des endroits séparés, mais c'est aussi un choix pour toutes les personnes trans de se dire ok, où est-ce que je vais? Trans, binaire et non-binaire, pour pas subir de violence, quoi. Puis, sinon, le deuxième exemple qui vient, c'est parfois quand on fait des groupes et qu'il faut respecter la parité homme-femme, par exemple, je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Ou bien où les gens me mégenrent sur mon physique, parce que j'ai quand même une expression de genre encore très masculine, et je me sens bien avec ça. Mais c'est souvent un truc où on me dit ah bah tiens, du coup, viens avec nous, comme ça on est avec des filles, et il y a un mec avec nous. Ah bah non, en fait. Ou bien filles et garçons séparés, c'est des trucs où je me retrouve pas là-dedans, quoi. Est-ce que tu fais du drag? Oui. Parce que j'avais vu sur tes stories. Je fais du drag, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux vite rappeler pour nos auditeuristes qui nous écoutent, c'est quoi le drag? Bon, c'est une définition un peu rapide, hein, mais le drag, c'est un art de la scène, avant tout, qui amène les artistes à porter une certaine transformation physique, je dirais, sur leur apparence, qui amène ensuite des performances diverses et variées. Pour moi, le drag, c'est un lieu d'expression pour les personnes queer, qui font partie des acronymes LGBTQIA+, et c'est quelque chose de très politique en termes de représentation
représentation artistique. Maintenant, difficile de résumer le drag parce que pour moi il n'y a pas de règle dans le drag. Il faut pas être queer déjà pour faire du drag. Ça vient clairement des personnes queer, ça vient des personnes trans, des hommes homosexuels, mais je sais que ça a beaucoup explosé aux années 70. Mais voilà, il n'y a pas de règle, tout comme il y a des drag queens qui font par exemple un lip sync, donc une synchronisation labiale sur des paroles danse avec des codes très féminins, tout comme il y a des personnes qui viennent sans code, on appelle ça des drag queer du coup, qui amènent parfois des messages très politiques, mais ça peut être une déclamation de texte, ça peut être une lecture de conte, ça peut être de la danse, ça peut... Enfin, il n'y a vraiment pas de code dans le drag et donc on y fait ce qu'on veut. Est-ce que tu saurais nous présenter ton personnage? Mon personnage s'appelle Joy Pilou. Si on le traduirait, ça voudrait dire douce joie. Joy comme la joie en anglais et Pilou. J'ai pris ce terme Pilou pour dire quelque chose qui est tout doux. Parfois j'ai une expression où j'ai oh c'est tout Pilou. Enfin voilà. Je le traduis avec la phrase suivante, c'est là où les émotions se mêlent aux politiques. Et donc pour moi c'est un personnage qui fait de la politique, qui vient sur scène pour exprimer des combats, des injustices et les combattre avec ses émotions, des émotions fortes, mais c'est aussi parler de son identité et transmettre tout ça au public et essayer d'emmener d'une certaine manière le public là-dedans. Il y a beaucoup d'interactions avec le public dans ça et c'est des shows très forts, en tout cas en émotion pour l'instant. Les 2 performances que j'ai préparées, dont une que j'ai faite, c'est à chaque fois des retours que j'ai avec des gens qui sont presque en larmes à la fin. Ah oui, carrément. Ouais. Et c'était quand ta première performance? Ma première performance, j'ai commencé pour moi le drag avec des amis cet été. Et là, je me suis dit, ok, je me lance, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai fait un premier truc avec des amis en vacances. Mais sinon, ma première performance payée, on va dire, c'était la semaine dernière, un vendredi, un show playback. Le show playback, c'est un show qui est organisé par Blanquette Lagoulu, qui est une drague aussi, qui a été mon prof de drague, parce que j'ai suivi des cours de drague. Ça s'appelait la Drag Academy. Et ça continue encore. Et donc Blanquette qui organise des shows très très politiques et politisés, du coup avec des thématiques diverses et variées que les artistes amènent et que j'aime beaucoup. Et donc j'ai écrit un numéro spécialement pour ce show-là et ça s'est super bien passé. Est-ce que tu pourrais du coup présenter, tu en avais déjà parlé, du collectif Let's Talk About Non-Binary? C'est un collectif qui se veut safer pour les personnes non-binaires et qui essaye d'amener du coup pour les personnes non-binaires de la validation et de l'acceptation. C'est un collectif qui amène de la représentation des personnes non-binaires au niveau du politique. Et donc c'est donner une vision. Donc on a récemment rejoint la Rainbow House, qui est la maison arc-en-ciel si tu veux, de Bruxelles. On est la seule association non-binaire de la Rainbow House. Et on va potentiellement prochainement rejoindre Prism et Savaria en fonction des décisions qu'on aura en interne, mais c'est notre vision en tout cas. Et donc on essaie d'amener plus d'inclusion dans les collectifs, dans le militantisme, dans l'espace public. Et pour ça on a plusieurs activités, comme cet après-midi par exemple. Je viens d'un meet-up, donc c'est des moments de parole, des groupes de parole sur la non-binarité, mais sur tout ce qu'il y a autour aussi de la non-binarité. On commence à organiser des après-midi jeux de société et on a un Discord, un Instagram et un Signal. Et via le Discord par exemple, on s'organise plein de moments entre nous, que ce soit des soirées, des moments shopping, des soirées cinéma. On essaye de faire un truc où il y a plus du care, donc on fait attention à nous et notre bien-être pour l'instant, avec ensuite, une fois qu'on se sent bien, une portée militante politique. Et à chaque groupe parole qu'on fait tous les mois, il y a 3-4 nouvelles personnes qui viennent à chaque fois, en sachant que venir à ces groupes de parole, c'est pour beaucoup un grand pas déjà. Je sais qu'il y a des amis à moi qui ne viennent pas parce que c'est encore en questionnement, les personnes en questionnement sont bienvenues, parce que c'est aussi parfois sauter au niveau de personnes, donc sauter faire un coming out au niveau de personnes, de se retrouver là. Et c'est aussi c'est difficile pour plein de gens parfois de rencontrer des gens et de discuter. Et donc voilà, on réfléchit aussi à d'autres manières d'atteindre notre public. Est-ce que tu es activiste? Tu te considères comme activiste en ce moment? Oui. Oui, je me considère comme activiste. Je pense que pour se définir comme activiste, il faut juste pour moi avoir une déconstruction et faire un peu de sensibilisation autour de nous, donc avoir un peu de militantisme. Déjà pour moi, faire partie de Let's Talk About Non-Binary et faire porter notre voix à des niveaux politiques, donner en fait l'espace aux personnes non-binaires, c'est déjà intimement politique parce qu'on n'est pas reconnu au niveau de la loi. Sinon, je fais partie d'un collectif de collage aussi, et donc je vais coller dans la rue des slogans, des phrases pour dénoncer beaucoup de choses. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Féministe Toi-même, qui organise à Bruxelles un festival et parfois des activités subsidiaires dans l'année. C'est un lieu où plein de féministes se retrouvent. Bientôt, je vais rejoindre le plan Sacha aussi. C'est un collectif qui veut amener la question du consentement et du harcèlement sur les festivals, et donc qui propose une écoute pour les victimes, mais aussi du coup pour les agresseuses, et donner suite en fait à ce qui se passe parfois dans les festivals, parce que les festivals sont des lieux où il y a énormément
énormément de violences sexistes et sexuelles, et où du coup le plan Chacha essaie de faire réfléchir les lieux festifs pour éviter, enfin faire un maximum pour que ces violences n'aient pas lieu déjà, et ensuite intervenir quand elles ont lieu. Puis sinon mon drag, je pense, fait partie aussi de mon militantisme indirectement. Je fais de la sensibilisation là-dedans. Mon compte Insta partage beaucoup de choses. Je fais des actions directes parfois, que ce soit seul ou en groupe. Aller dans la rue, militer, mais aussi parfois des actions un peu plus violentes. Et j'utilise pour moi un outil qui est intimement politique, qui est l'EVRAS dans ma pratique de boulot. L'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et c'est quelque chose qui est obligatoire dans le milieu scolaire depuis 2012, mais qui n'est pas du tout appliqué. Et en fait, il y a un nouveau guide EVRAS qui est sorti récemment et qui a été questionné parce que on parle de genre à partir de 5 ans pour les enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pratiques qui sont proposées dans ce guide EVRAS, c'est à chaque fois des conseils en fonction de son public. On adapte l'approche qu'on a en fonction du public. C'est jamais le public qui a ce guide et qui dit, qui regarde et qui apprend tout seul. Non, c'est des professionnels qui décident quand est-ce qu'on applique ça. Et pour moi, l'EVRAS, c'est quelque chose d'intimement politique parce que parler, entre autres, de genre, d'orientation sexuelle, c'est quelque chose de très tabou. Ma situation où j'ai reçu un avertissement au travail pour avoir juste défini le terme de non-binarité de genre, et j'ai aussi donné mes pronoms aux enfants. Enfin voilà, c'est quelque chose de compliqué où il y a beaucoup de changements à faire, mais l'EVRAS, c'est pas que ça. C'est aussi parler d'émotions, sentiments, consentement. C'est plus connu en tout cas pour parler de sexualité et d'IST. En fait, il y a énormément de thématiques dans l'EVRAS, et pour moi, c'est très politique de l'utiliser et de l'affirmer. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans le regard que les gens ont sur la non-binarité ou la transidentité ? Oui, mais c'est difficile de dire dans quel sens elle va. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une grande médiatisation des propos d'extrême droite et que ces propos sont carrément anti-trans, anti-non-binaires. Pour ça, on peut regarder par exemple aux États-Unis Fox News, une des émissions télé qui prend énormément de place et qui est très transphobe dans ses propos, ou Donald Trump qui a dit récemment que dès sa réélection, s'il est réélu, sa première mesure sera d'interdire les transidentités. En gros, c'est de dire il y aura que le genre masculin et féminin et les autres... allez vous faire foutre, vous n'existez pas. Et d'un autre côté, je trouve qu'il y a beaucoup de représentations très positives aussi, mais on les voit beaucoup moins, mais qui sont vachement chouettes. Je pense par exemple à Kim Petras, qui est une artiste trans qui a gagné le Grammy récemment. On a dans les Sims 4 par exemple, ça paraît rien, mais il y a les Sims 4, les personnages maintenant, on peut avoir des cicatrices d'opération mammaire. Bon voilà, petit truc quoi. Lace Ashley, qui est aussi une personne trans, qui a été je pense que c'est mais je ne suis pas sûr de ses pronoms, partenaire dans le clip de Taylor Swift récemment. Il y a une explosion de drag sur les émissions Drag Race, mais aussi il y a Drag Race France, il y a Drag Race Belgium qui arrive aussi maintenant, et donc aussi énormément de représentations positives, et Miss Univers aussi qui est une personne trans. Il y a beaucoup de choses qui sont positives, mais il y a aussi beaucoup de discours de droite qui sont énormément médiatisés. Donc difficile à dire. Je pense que dans mon entourage proche, comme je suis une personne non binaire, ouais, il y a des trucs très positifs qui se passent parce que indirectement je sensibilise avec ma présence, mais au niveau politique et médiatique, j'ai très peur. Est-ce que tu as une célébrité queer qui t'a inspiré ? Je suis pas très people, mais si je dois dire qu'il y a des personnes qui m'inspirent maintenant, c'est plus dans le drag. Et du coup, là, c'est plus des artistes comme Blanquette Lagoulu ou Cherry Chapstick, qui sont deux personnes qui, pour moi, font des choses merveilleuses sur scène avec des messages très importants. D'après toi, est-ce qu'il y aurait encore des améliorations à faire par rapport à l'acceptation des personnes queer dans la société ? Oui, déjà il faudrait donner des droits aux personnes queer, parce que les personnes trans n'ont pas du tout les mêmes droits que les personnes cis. Cis, c'est cisgenre, dont le genre assigné à la naissance correspond au genre de la personne. Rien que pour la carte d'identité, par exemple, une personne non-binaire, elle se situe où sur la carte d'identité ? Est-ce qu'on met M, on met F, on met X, on met rien ? C'est des questions compliquées, j'ai pas la réponse moi-même sur ce qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, une personne trans binaire, une personne trans masque par exemple, donc masculine, qui change du coup son genre sur la carte d'identité pour avoir un M, en fait, c'est une grande validation d'avoir ce M sur cette carte d'identité. Ça peut même sauver des vies dans des pays où la transidentité est punie par la peine de mort. C'est des choses où juste la personne peut montrer sa carte d'identité et en fait, ça valide complètement son genre. Voilà, ça c'est très positif. Mais en même temps, voilà, pour une personne non binaire, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je pense qu'au niveau de la loi, il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'il y a pas mal d'espace aussi à créer pour les personnes queer parce qu'il y en a très peu. Pour les trouver, il faut beaucoup chercher. Mais je pense que... ça évolue tout doucement, mais ça évolue. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment faire, c'est en tout cas en lien avec le militantisme, c'est faire une conversion des luttes pour tout mélanger, parce que pour moi, c'est pas les choses où il faut dissocier les luttes sociales.
Je pense que les luttes pour les personnes queer doivent se rejoindre avec, font partie du féminisme pour moi, mais doivent se rejoindre avec les luttes racistes, avec les luttes classistes, validistes, sur l'agisme, sur les droits des enfants et tout ça. C'est des choses où pour moi il faut vraiment créer des trucs ensemble, parce que sinon ça va être compliqué d'avancer. Est-ce que tu as déjà participé à la Pride? Oui, 2 fois, et c'était à chaque fois des très très chouettes moments, sauf l'année dernière où il y avait beaucoup trop de monde, Ah oui. mais c'était très chouette. C'est juste que c'était impossible de se balader dans le village de la Pride à Bruxelles, parce qu'il y avait 1 million, il y avait 100 000 personnes je pense. C'était beaucoup, mais très très chouette, toujours aussi chouette. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour un ou une jeune qui serait en train de se poser des questions sur son orientation, sur son identité de genre? Je lui dirais que elle est totalement normale avec ses ressentis sur son orientation ou son identité qui n'est pas dans ce que la société met en avant, mais que c'est normal, qui tu es tout à fait normal, et qu'il n'y a aucune obligation derrière sur le fait d'en parler, de l'exprimer. S'il y a besoin de sécurité, prends la sécurité dont tu as besoin, et puis entoure-toi de gens qui t'aiment surtout. Fais tout tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien, parce que c'est ça le plus important. C'est prendre soin de soi, et puis après tu fais attention aux autres. Est-ce que tu aurais un mot à dire à toi quand tu étais petite? Je sais pas, pas grand chose. Je pense que j'étais déjà quelqu'un qui avait confiance en soi, et donc le gamin que j'étais me regarderait en disant mais t'es qui toi, t'es un peu extravagant. Sois fier de qui tu es, et tout ira bien en grandissant, tu verras. T'es déjà entouré de personnes merveilleuses, et ces personnes resteront en tout cas jusqu'à tes 24 ans. Après, je sais pas te dire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour ce projet. Avec plaisir. Et voilà, le deuxième épisode de ce podcast s'achève ici. J'espère que vous avez passé une agréable écoute et que vous en avez appris davantage grâce à l'interview de Cyprien. Merci au Centre Nerveux pour le prêt du matériel. Merci à Gaïa et Anatole pour l'aide au montage. Merci à mon professeur de latin qui est aussi ma maestro pour l'aide à la réalisation de ce projet. Et merci à mon beau-père pour l'aide au travail de recherche. Et à bientôt pour un nouvel épisode.